Elle s'est moquée de moi et m'a traité d'homme faible quand je l'ai confrontée au sujet de ses services de nuit. Mais quand je me suis vengé devant toute son entreprise, elle a imploré ma pitié. Je tranche le poulet grillé avec une précision chirurgicale, le couteau raclant la céramique. Le son perce le bourdonnement familier de notre cuisine, le cycle du lave-vaisselle, le murmure de CNN depuis le salon, les doigts de Daniel tapotant sur l'écran de son téléphone. Toujours l'écran du téléphone. Emma a son contrôle de chimie demain, dis-je en piquant un morceau de brocoli. Elle a dit qu'elle pourrait avoir besoin d'aide avec le tableau périodique. MHM, les yeux de Daniel restent rivés sur son appareil, son pouce faisant défiler l'écran avec une efficacité bien rodée. La lumière bleue dessine des angles vifs sur son visage, creusant des traits que j'ai mémorisés au cours de nos 14 années de mariage. Et j'ai qu'à son tournoi de foot ce week-end, celui à Marietta. C'est vrai. Un autre défilement, un autre tapotement. Je pose ma fourchette. Le tintement métallique résonne plus fort qu'il ne le devrait dans notre cuisine de banlieue d'Atlanta, avec ses comptoirs en granit et ses appareils en acier inoxydable, la toile de fond parfaite pour un mariage qui semble solide de l'extérieur. 2 enfants, tous 2 excellents élèves, une maison à Buckhead avec un garage pour 3 voitures. Mon travail de directeur des opérations paie les factures, et bien plus encore. Daniel gravit les échelons chez Henderson & Associates, gagnant elle-même un salaire à 6 chiffres. De l'extérieur, nous avons tout pour réussir. Mais les gagnants ne dînent pas en silence pendant que leur épouse envoie des SMS à quelqu'un à 19h30. C'est qui? La question m'échappe avant que je ne puisse la retenir. Elle lève les yeux, les sourcils haussés comme si j'avais posé une question ridicule. Des trucs de boulot. Pendant le dîner? David, tu sais ce que c'est. Rick a cette nouvelle proposition de client, et nous essayons de finaliser la présentation pour lundi. Son ton a ce mélange particulier d'irritation et de condescendance auquel je me suis habitué, comme si je dérangeais quelque chose d'important par ma seule présence. Rick Dawson, son patron, a divorcé l'année dernière, conduit une BMW et porte des costumes chers qui coûtent probablement plus que mon salaire mensuel. Je hoche la tête et retourne à mon poulet, mais quelque chose se cristallise dans ma poitrine. Pas de la jalousie et quelque chose de plus froid, de plus observateur. Le téléphone vibre à nouveau. Elle sourit à l'écran. À quand remonte la dernière fois où elle m'a souri comme ça? Je travaille encore tard demain, dit-elle, tout en continuant de taper. Ce dossier Henderson me prend tout mon temps. La 3e fois cette semaine. C'est une grosse affaire, David. Ça pourrait signifier une promotion. Le dossier Henderson. C'est ça. Je me souviens du temps où elle me parlait de son travail en détail, me demandant mon avis, appréciant ma contribution. Maintenant, je n'ai droit qu'à du jargon d'entreprise et à des fins de non-recevoir. Son téléphone vibre. Un autre sourire. Je regarde ses doigts bouger sur l'écran, son pouce glissant avec une intimité qui me noue l'estomac. Elle protège ce téléphone comme s'il contenait des secrets d'État. Quand je tends la main vers la carafe d'eau, elle déplace l'appareil loin de moi, sans même y penser. Tu vois quelqu'un? La question reste en suspens dans l'air, comme de la fumée. Les doigts de Daniel se fichent sur son téléphone. Elle lève les yeux, et pendant une fraction de seconde, je vois quelque chose vaciller sur son visage. De la panique, peut-être, ou de la culpabilité. Puis elle éclate de rire. Pas le petit rire nerveux de quelqu'un pris au dépourvu, ni le gloussement penaud de l'embarras. C'est tout autre chose. Un son qui part de sa poitrine et monte dans sa gorge, rempli d'un amusement sincère, comme si je venais de raconter la blague la plus absurde du monde. Sérieusement? Elle pose enfin son téléphone, face cachée sur la table, et se penche en arrière sur sa chaise. David, allons. Tu vois quelqu'un? Vraiment? Le rire continue, secouant ses épaules. Elle me regarde comme si j'étais un enfant qui venait de demander si le Père Noël existe. Ce son brise quelque chose en moi. Pas mon cœur, quelque chose de plus profond, de plus structurel. Les fondations sur lesquelles je me tiens depuis 14 ans se fissurent, et à travers la fissure, la clarté déferle. Elle ne fait pas que me tromper, elle se moque de moi parce que je la soupçonne. Je ne réponds pas, je ne me défends pas, je ne pose pas d'autres questions.
Je coupe simplement un autre morceau de poulet et mâche méthodiquement pendant qu'elle essuie les larmes de ses yeux. Mon Dieu, tu es paranoïaque, dit-elle en riant encore. Tu devrais peut-être en parler à quelqu'un. J'avale ma bouchée, pose ma fourchette et me lève. Je vais aider Emma avec la chimie. Elle attrape déjà à nouveau son téléphone. Dis-lui que je lui souhaite bonne chance. Je monte les escaliers jusqu'à la chambre d'Emma, laissant ma femme à ses SMS et à son amusement. Mais quelque chose de fondamental a changé. Le mari qui est entré dans cette cuisine n'existe plus. L'homme qui en sort a des priorités différentes. Je passe une heure avec Emma à réviser les configurations électroniques et les liaisons chimiques. Elle est vive, comprend vite les concepts. Elle tient ça de sa mère, brillante et concentrée quand elle le veut. Pendant que nous faisons des exercices, mon esprit fait ses propres calculs. Après qu'Emma est allée se coucher, je m'assois dans mon bureau avec un bloc-notes et notre ordinateur portable. Daniel est dans le salon, toujours sur son téléphone, riant de temps en temps à ce que Rick ou qui que ce soit d'autre lui envoie. Je commence par les relevés téléphoniques. Notre compte Verizon montre tout, les numéros appelés, les SMS envoyés, les schémas d'utilisation des données. Il me faut 40 minutes pour télécharger et analyser 3 mois d'activité. Et voilà. Un numéro étiqueté, Kim Yoga, dans les contacts de Daniel. Sauf que Kim du Yoga a déménagé à Denver il y a 6 mois. Je fais une recherche inversée du numéro sur l'un de ses annuaires en ligne. Rick Dawson. Malin. Si j'avais jeté un œil à son téléphone, j'aurais vu le nom de son ami de yoga et je n'y aurais pas prêté attention. Mais les journaux d'appel racontent une autre histoire, 47 appels le mois dernier. Des SMS envoyés à 23h, 6h du matin, pendant les pauses déjeuner, après que je sois allé me coucher. J'ouvre notre compte Google partagé. L'historique des positions montre les déplacements de Daniel au cours des 3 derniers mois, cartographiés avec une précision extrême. D'après ses histoires, elle a travaillé tard au bureau, dîné avec des collègues, assisté à des réunions de clients à travers la ville. Selon Google, elle a passé ses mardis soirs à l'hôtel Omni en centre-ville. Ses séances de yoga, du samedi après-midi la situent au complexe d'appartements de Rick à Midtown. Les supposés dîners avec le client Henderson? Des restaurants chers où elle et Rick ont apparemment des conversations intimes. J'ouvre nos relevés de cartes de crédit communes. Il y a les frais d'hôtel, les notes de restaurant pour deux, un achat chez Victoria's Secret un mardi après-midi le même jour où elle m'a dit qu'elle était coincée dans des réunions budgétaires jusqu'à 20h. À minuit, j'ai une image complète. La chronologie, les lieux, les mensonges étalés dans des feuilles de calcul et surlignés en jaune. Je devrais me sentir dévasté, trahi, en colère. Au lieu de ça, je me sens concentré. Le rire de Daniel résonne dans ma mémoire, mais il ne me blesse plus. Il clarifie les choses. Elle pense que je suis trop stupide pour comprendre, trop faible pour faire quoi que ce soit même si je savais. Elle est sur le point d'apprendre la différence entre la faiblesse et la patience. Je ferme l'ordinateur portable et monte. Daniel est déjà au lit, son téléphone en charge sur sa table de nuit, le visage enfoui dans un oreiller. Elle ne bouge pas quand je me glisse sous les couvertures à côté d'elle. Demain, je commencerai à rassembler des preuves. De vraies preuves. Le genre de preuves qui tiennent devant un tribunal, ruinent des carrières et dépouillent les gens des mensonges confortables qu'ils se racontent sur qui ils sont. Mais ce soir, je suis allongé dans le noir à côté de ma femme et je planifie sa destruction avec la même précision méthodique que j'utilisais autrefois pour planifier nos dîners d'anniversaire. Elle voulait se moquer de moi. Très bien. On verra bien qui rira à la fin. Je lui apporte le café au lit un mardi matin, exactement 2 semaines après le rire. Café à la cafetière à piston avec de la crème, sans sucre comme elle le préfère depuis l'université. Elle l'accepte avec un « merci » marmonné, attrapant déjà son téléphone pour vérifier les messages de « Kim Yoga ». Bien dormi, je demande, m'asseyant sur le bord du lit. Elle lève les yeux, méfiante. J'ai été différent ces 2 dernières semaines. Attentif, romantique, présent en lui apportant des fleurs, suggérant des soirées en amoureux, lui demandant comment s'est passée sa journée avec un intérêt sincère. Ça la déstabilise. Bien, dit-elle, puis s'adoucit légèrement. Merci pour le café. Je me penche et l'embrasse sur le front. Elle sent le shampoing cher et la culpabilité.
À son bureau, j'envoie un bouquet de roses blanches avec une note manuscrite, pour ma magnifique épouse. 14 ans et ça continue. Amour pour toujours, David. Je sais que Rick le verra. Je sais qu'il posera des questions. Je sais que ça mettra Daniel mal à l'aise. La paranoïa s'installe. Elle a commencé à poser des questions étranges, si j'ai vérifié son téléphone, si j'ai parlé à quelqu'un de son travail, pourquoi je suis soudainement si romantique. Chaque question confirme ce que je sais déjà. Elle est terrifiée à l'idée de se faire prendre mais trop arrogante pour imaginer que je sais peut-être déjà tout. Jeudi, je suggère que nous sortions dîner. Juste nous deux. Elle accepte, pensant probablement que c'est un autre geste de romance retrouvé. Nous sommes assis l'un en face de l'autre chez Bacchanalia, le même restaurant où elle et Rick ont eu leur dîner intime il y a 3 semaines. Je commande le vin, entame la conversation sur les enfants et lui pose des questions sur son travail. Elle est distraite, son téléphone vibrant dans son sac à main toutes les quelques minutes. Tu n'arrêtes pas de regarder ton téléphone, dis-je en coupant mon steak. Désolé, c'est juste le travail. Elle pose l'appareil face cachée sur la table. Tu sais comment est Rick avec ses propositions de clients. Rick semble exigeant. Sa fourchette s'arrête à mi-chemin de sa bouche. Qu'est-ce que tu veux dire? Juste qu'il attend beaucoup de toi. Des nuits tardives, du travail le week-end, une disponibilité constante. Je sirote mon vin, observant son visage. Ça doit être dur pour toi. Ça fait partie du travail. Est-ce que ça en vaut la peine? Elle me fixe de l'autre côté de la table, cherchant un sens caché. Qu'est-ce que ça veut dire? Je hausse les épaules. Je me demande juste si le sacrifice en vaut la récompense. Toutes ces heures loin de la maison, des enfants, de nous. Le silence s'étire entre nous comme un fil tendu. Elle tripote sa serviette, jette un coup d'œil à son téléphone et prend une longue gorgée de vin. David, y a-t-il quelque chose que tu veux me demander? Parfait. Elle va craquer. Je me penche en arrière sur ma chaise et souris doucement. Comme quoi? Je ne sais pas. Tu agis bizarrement ces derniers temps. Les fleurs, les dîners, les questions sur le travail. C'est comme si elle s'interrompt, cherchant le mot. Comme si je quoi? Comme si tu me surveillais. Je laisse à nouveau le silence s'étirer. Elle serre son verre de vin si fort que ses articulations sont blanches. Daniel, dis-je finalement, es-tu heureuse? La question la prend au dépourvu. Elle cligne des yeux, relâchant sa prise sur le verre. Quel genre de question est-ce? Une question simple. Es-tu heureuse? Avec nous, avec cette vie, avec notre mariage. Elle ouvre la bouche, la referme et regarde autour du restaurant comme si elle cherchait une issue de secours. Je pense, dit-elle prudemment, que nous sommes dans une routine depuis quelque temps. Tous les deux. Une routine? Oui. Tu sais, les mêmes habitudes, les mêmes conversations. Peut-être qu'on a besoin de bousculer un peu les choses. Je hoche la tête, pensif. Comment suggérerais-tu qu'on fasse ça? C'est le moment. Le moment qu'elle prépare depuis des semaines. Je le vois dans ses yeux, la décision de se confesser, mais à ses conditions, pour contrôler le récit. Eh bien, commence-t-elle, posant son verre de vin, je pensais que peut-être nous devrions prendre un peu de distance. Pas une séparation exactement, mais un peu de temps pour comprendre ce que nous voulons tous les deux. De la distance? Oui. Je sais que ça semble effrayant, mais David, nous sommes ensemble depuis l'université. Peut-être que nous avons besoin de nous rappeler qui nous sommes en tant qu'individus avant de pouvoir être un meilleur couple. L'audace est à couper le souffle. Elle essaie en fait de présenter sa liaison comme une thérapie de couple. Suggères-tu que nous voyions d'autres personnes, je demande, en gardant ma voix neutre. Elle tressaille légèrement. Je suggère que nous nous donnions la permission d'explorer qui nous sommes sans les contraintes du mariage traditionnel. Les enfants sont plus grands maintenant. Ils comprendront. Tu vois déjà quelqu'un. Ce n'est pas une question. Elle le sait. Je le sais. Et la comédie est devenue épuisante. Son visage rougit. Elle baisse les yeux sur son assiette,
puis les relève vers moi avec quelque chose qui pourrait être du soulagement. Oui, dit-elle doucement. Je hoche la tête. Prends une autre gorgée de vin. Rick. Un autre tressaillement. Comment as-tu? Est-ce que ça a de l'importance? Elle se redresse sur sa chaise, et je la regarde se transformer. La femme coupable et nerveuse disparaît, remplacée par quelqu'un de défensif et de moralisateur. Tu veux savoir comment c'est arrivé? Demande-t-elle, sa voix gagnant en force. Nous travaillons tard sur le dossier Morrison. Il a vraiment écouté mes idées au lieu de les rejeter. Il m'a vu comme plus qu'une simple épouse et mère. Je vois. Vraiment? Parce que je ne pense pas que tu vois, David. À quand remonte la dernière fois que tu m'as vraiment regardé? À quand remonte la dernière fois que nous avons eu une conversation qui ne portait pas sur les enfants, la maison ou ton travail? Le gaslighting est si classique que c'en est presque admirable. Elle me trompe, mais d'une manière ou d'une autre, c'est moi le méchant. Donc, c'est de ma faute, dis-je. Ce n'est la faute de personne. C'est juste arrivé. Rick et moi avons une connexion, David. Nous nous comprenons. Depuis combien de temps? Est-ce que ça a de l'importance? Depuis combien de temps, Daniel? Elle soupire. 3 mois. 3 mois de mensonges. 3 mois de travail tardif, de séances de yoga et de SMS sous la table du dîner. Et que veux-tu maintenant, je demande. Je veux que nous soyons honnêtes l'un envers l'autre. Je veux explorer cette relation avec Rick sans détruire notre famille. Je pense que nous pouvons faire en sorte que ça marche si nous sommes matures à ce sujet. Le voilà. L'insulte finale. Elle veut garder sa vie de banlieue confortable tout en voyant ouvertement son patron, et elle présente cela comme la solution sophistiquée et moderne à l'ennui conjugal. Je souris. Vraiment, je souris. Tu sais quoi, Daniel? Je pense que tu as raison. Ses sourcils se haussent. Vraiment? Vraiment. Nous devrions prendre de la distance. Nous donner la permission d'explorer qui nous sommes en tant qu'individus. Elle me dévisage comme si je venais de me mettre à parler français. Ce n'est pas la réaction à laquelle elle s'attendait. Tu n'es pas en colère? Je suis déçu, dis-je, mais pas en colère. Si c'est ce dont tu as besoin pour être heureuse, alors nous devrions essayer. Le soulagement inonde son visage. Elle tend la main à travers la table et prend la mienne. Merci, dit-elle. Je sais que c'est difficile, mais je pense que ça pourrait être bon pour nous deux. Je serre doucement sa main. J'en suis sûr. Nous finissons de dîner dans une paix relative. Elle bavarde maintenant, excitée par notre nouvel arrangement, parlant de la façon dont nous allons gérer la logistique, quand nous le dirons aux enfants, comment nous maintiendrons l'unité familiale tout en poursuivant un bonheur individuel. Je hoche la tête, fais des bruits d'approbation appropriés, et je suggère même que nous prenions les choses lentement pour voir comment ça se passe. Elle n'a aucune idée qu'elle vient de me donner tout ce dont j'ai besoin pour détruire sa vie. Le trajet de retour est presque agréable. Elle est détendue pour la première fois depuis des semaines, envoyant probablement des SMS à Rick pour lui parler de sa négociation réussie. Elle se félicite de sa gestion sophistiquée d'une situation complexe. Elle pense qu'elle a gagné. Elle pense que je suis faible. Elle est sur le point d'apprendre la différence. Le traceur GPS est plus petit qu'une boîte d'allumettes. Je le glisse dans le passage de roue de la Lexus de Daniel un mercredi matin pendant qu'elle se prépare pour une autre longue journée au bureau. Le boîtier magnétique clique contre le métal avec un claquement satisfaisant. Suivi de localisation 24 heures sur 24, téléchargé sur un serveur sécurisé toutes les 30 minutes. Ça valait chaque centime des 2 cents dollars que j'ai dépensés. Marcus Reed, le détective privé, ressemble exactement à ce que le casting central commanderait pour un professionnel discret. Cheveux gris, visage passe-partout, le genre d'homme qui pourrait vous suivre pendant des semaines sans que vous vous en souveniez. Son bureau sent le café et le cuir. Des diplômes au mur prouvent des compétences que j'ai déjà vérifiées en ligne. Je n'ai pas besoin de photos de Holly, je lui dis en faisant glisser un chèque d'acompte sur son bureau. J'ai besoin de documents sur les violations de la politique de l'entreprise, date, heure,
lieu tout ce qui prouve qu'un patron couche avec sa subordonnée sur le temps de travail. Marcus hoche la tête en prenant des notes. Henderson & Associates a une politique de fraternisation stricte. J'ai déjà travaillé sur des cas là-bas. Bien. J'ai aussi besoin des dossiers financiers, des relevés de cartes de crédit, des reçus d'hôtel, tout ce qui montre qu'il utilise les ressources de l'entreprise pour des relations personnelles. Et la chronologie ? 3 mois minimum, mais je soupçonne que ça remonte à plus loin. Il me donne un prix qui m'aurait fait grimacer il y a 6 mois. Maintenant, ça me semble être le meilleur investissement que j'ai jamais fait. Ce soir-là, je suis assis dans mon bureau à extraire des fichiers de l'ordinateur portable de Danielle. Elle travaille tard, à nouveau. Le traceur GPS confirme qu'elle est à l'appartement de Rick. Les enfants sont dans leur chambre à faire leurs devoirs, descendant de temps en temps pour demander ce qu'on mange ou de l'aide pour les maths. Une vie de famille normale sauf que maman est avec son patron à 20 minutes de là. Son ordinateur est une mine d'or. Elle a tout gardé. Des captures d'écran des SMS de Rick, des messages vocaux qu'elle a enregistrés pour plus tard, même un dossier de photos nues qu'elle lui a envoyé. Les preuves numériques sont accablantes et condamnatoires, mais c'est le message vocal à sa sœur qui me glace le sang. Jenny, tu devrais voir comme il est pathétique, la voix de Daniel sort de mes écouteurs, en riant. David joue le grand jeu du mari romantique, m'apportant des fleurs et du café comme si ça allait réparer 14 ans d'ennui. Je jure, parfois je pense qu'il se doute de quelque chose, mais il est trop lâche pour vraiment faire quoi que ce soit. Encore des rires. Rick pense que je devrais juste le quitter, mais honnêtement, pourquoi renoncerais-je à la maison, aux enfants et à tout ce que nous avons construit juste pour que David se sente mieux dans sa peau ? Je peux avoir les deux. David est trop faible pour se battre pour quoi que ce soit et trop effrayé d'être seul pour partir. Je pourrais bien profiter de cette situation jusqu'à ce que les enfants obtiennent leur diplôme, puis réfléchir à ma prochaine étape. L'enregistrement dure 15 minutes. Elle me traite de faible, pathétique, ennuyeux, dit que j'ai de la chance de la voir, et plaisante sur le fait que je la supplierai probablement de rester si jamais je découvre pour Rick. Elle se trompe sur ce dernier point. Je copie tout sur plusieurs disques durs, télécharge des sauvegardes sur un stockage cloud sécurisé, et crée des feuilles de calcul détaillées cataloguant les dates et les lieux. Quand elle rentre à 23 heures, prétendant avoir dîné avec l'équipe, après la présentation Henderson, j'ai assez de preuves pour mettre fin à sa carrière et à notre mariage. Elle me trouve en train de lire au lit, mes lunettes sur le nez, l'air du mari inoffensif et ennuyeux qu'elle a décrit à sa sœur. « Comment s'est passée ta soirée ?» demande-t-elle, m'embrassant sur la joue avec des lèvres qui ont le goût du mensonge. « Calme, dis-je. J'ai aidé Jake avec l'algèbre, préparé une tisane pour Emma qui a mal à la gorge. Des trucs normaux. » Elle hoche la tête, attrapant déjà son téléphone pour vérifier ses messages. Je suis épuisé. Cette présentation a duré si longtemps. Je la regarde faire défiler les SMS, probablement de Rick, planifiant sûrement la réunion de déjeuner de demain qui sera en fait une séance dans une chambre d'hôtel. Dors bien, je lui dis en éteignant ma lampe de chevet. Elle est déjà en train de taper une réponse à quelqu'un. La lumière bleue illumine son visage, et un instant, je me souviens de la femme que j'ai épousée. Brillante, ambitieuse, belle. La mère de mes enfants. La personne à qui j'ai confié ma vie. Cette femme n'est plus. Ce qui reste, c'est quelqu'un qui me traite de pathétique dans mon dos tout en acceptant mes fleurs, mon café et mes cadeaux d'anniversaire. Le lendemain matin, j'appelle le service des ressources humaines de Henderson & Associates. J'aimerais signaler une violation potentielle de la politique de fraternisation de votre entreprise, dis-je à la femme qui répond. J'ai des documents prouvant qu'un superviseur a une relation sexuelle avec une subordonnée. Vous devrez soumettre cela par écrit, dit-elle, avec des preuves à l'appui. J'ai des captures d'écran, des données de localisation et des dossiers financiers. Quand puis-je vous les apporter ? Vendredi après-midi, je suis assis dans une salle de conférence stérile avec 2 représentants des RH et un avocat de l'entreprise. Je fais glisser le dossier en manille sur la table et regarde leur visage changer à mesure qu'ils examinent les preuves, des SMS entre Rick et Daniel organisant des rendez-vous à l'hôtel pendant les heures de bureau. Des reçus de cartes de crédit montrant que Rick payait pour des dîners romantiques tout en les déclarant comme frais professionnels, des données de localisation prouvant qu'ils étaient ensemble lors de prétendues réunions avec des clients.
C'est assez complet, dit l'avocat, feuilletant les relevés bancaires et les registres téléphoniques. Je crois que cela représente une violation claire de la politique de l'entreprise, je réponds, ainsi qu'un possible détournement des ressources de l'entreprise. Ils échangent un regard. Henderson & Associates ne peut pas se permettre un procès pour harcèlement sexuel ou la publicité d'un patron couchant avec sa subordonnée mariée sur le temps de travail. Nous allons devoir enquêter, dit le directeur des RH. Cela pourrait prendre plusieurs jours. Je comprends. Je suppose que vous serez discret pendant votre enquête? Bien sûr. Je me lève pour partir, puis je m'arrête. Oh, une dernière chose. J'ai préparé un second dossier pour le mari de Daniel, juste au cas où il serait intéressé par ce que sa femme a fait lors de ses voyages d'affaires. Je souris et sors, les laissant avec les preuves et les implications. Ce week-end-là, Emma me demande directement, « Papa, est-ce que maman et toi allez divorcer ?» Nous sommes assis dans mon bureau, censés relire ses dissertations pour l'université, mais elle est trop intelligente, trop observatrice. La tension dans la maison est palpable. Je pose son brouillon et regarde ma fille de 17 ans. Elle a l'intelligence de sa mère, la boussole morale de son grand-père. Elle mérite l'honnêteté. Ta mère a une liaison avec son patron, je lui dis. Alors, oui, nous allons probablement divorcer. Le visage d'Emma se crispe, puis se durcit. Je le savais. La façon dont elle se comportait, toujours sur son téléphone, jamais vraiment la même quand elle est là. Je suis désolé que tu doives vivre ça. Est-ce que tu vas bien, demande-t-elle. Et l'inversion des rôles, mon enfant me réconfortant, me brise le cœur. J'irai bien. Nous irons tous bien. Jake le prend différemment. À 13 ans, il est assez grand pour comprendre la trahison mais assez jeune pour encore idéaliser sa mère. Quand je lui dis la vérité, il reste silencieux pendant un long moment. C'est pour ça qu'elle envoie tout le temps des SMS, demande-t-il finalement. Oui. C'est vraiment dégueulasse, papa. Oui, ça l'est. Leur réaction à la colère protectrice d'Emma, la déception silencieuse de Jake me rappelle pourquoi la précision est importante. Il ne s'agit pas seulement de ma fierté blessée ou de la moquerie de Daniel. Il s'agit de montrer à mes enfants que les actions ont des conséquences, que la trahison a un prix, que certaines limites ne peuvent être franchies. Lundi matin, j'appelle l'avocate spécialisée en divorce que mon frère m'a recommandée. Patricia Vance a la réputation d'être impitoyable, minutieuse et très chère. Son bureau surplombe le centre-ville d'Atlanta tout en verre et en acier, avec des diplômes de droit intimidants. Je veux tout, je lui dis en lui faisant glisser les mêmes dossiers que j'ai donnés au RH. La maison, la garde principale, ses comptes de retraite, tout ce que nous avons construit ensemble. Patricia examine les preuves avec un détachement professionnel. C'est complet. Presque suspect. Je suis très minutieux. La Géorgie est un État où le divorce sans faute est possible, mais l'adultère peut toujours avoir un impact sur la division des biens et les décisions de garde, surtout quand il y a des preuves de faute professionnelle et d'irrégularité financière. Elle me demande une provision qui représente le double de mon salaire mensuel. Je fais le chèque sans hésiter. De combien de temps avez-vous besoin pour vous préparer, je demande. 2 semaines pour le dépôt initial, mais je recommanderais que nous nous coordonnions avec l'enquête de son employeur. Si elle est licenciée pour faute grave, cela renforce considérablement notre position. Elle le sera. Patricia lève un sourcil. Vous semblez très confiant. Je suis très minutieux, je répète. Ce soir-là, Daniel rentre tôt, l'air secoué. Elle a été convoquée au RH pour ce qu'elle suppose être une révision de routine de la politique. Elle n'a aucune idée qu'il monte un dossier contre elle et Rick. Tout va bien, je demande en lui tendant un verre de vin. Juste le stress du travail, dit-elle, mais ses mains tremblent légèrement. Parfois, je pense que Rick nous pousse trop, tu sais? Toutes ces réunions tardives et ces dîners avec les clients. L'ironie est exquise. Elle commence à réaliser que sa liaison pourrait avoir des conséquences professionnelles, mais elle pense toujours que je suis le mari naïf qui croit à ses mensonges sur les dîners avec les clients. Peut-être que tu devrais chercher un autre poste, je suggère. Un endroit avec un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Elle rit amèrement.
Bien sûr. Comme si quelqu'un allait me payer ce que Henderson me paie. Tu pourrais être surprise des autres opportunités qui existent. Elle ne rira plus très longtemps. Les papiers du divorce sont parfaits. L'assistant de Patricia les a rédigés avec une précision chirurgicale. Chaque bien catalogué, chaque infidélité documentée, chaque mensonge recoupé avec les relevés téléphoniques et les relevés bancaires. La demande de garde est particulièrement dévastatrice, citant le schéma de tromperie de Daniel et son absence des responsabilités familiales. Je relis les documents une dernière fois avant de signer. Il y a quelque chose de presque artistique dans leur rigueur, la façon dont chaque paragraphe mène à une conclusion inévitable. Le timing de la signification est crucial, explique Patricia, en faisant glisser les papiers sur son bureau. Nous voulons un impact maximal avec un minimum d'opportunités pour elle de préparer une réponse. Elle va à un concert vendredi soir au Ritz-Carlton. Elle pense qu'elle célèbre sa promotion à venir. Le sourire de Patricia est prédateur. Parfait. Une signification en public dans un hall d'hôtel. Très humiliant. Je paraphe la dernière page et lui remets les documents signés. Et pour le gel des avoirs? Effective dès la signification. Elle se réveillera samedi matin bloquée de tous les comptes joints, les cartes de crédit annulées, son nom retiré de l'acte de propriété de la maison. La précision est enivrante. Chaque détail planifié, chaque éventualité couverte. Daniel pense qu'elle a été maligne en gérant 2 relations, en me prenant pour un imbécile tout en construisant sa carrière. Elle n'a aucune idée qu'elle marche dans un piège depuis des semaines. Cet après-midi-là, je vais chez Kroger et j'achète les ingrédients pour le dîner préféré des enfants, lasagne maison, pain à l'ail, salade César. Des courses familiales normales pour ce qui pourrait être notre dernier dîner de famille normale. Emma m'aide à superposer les pâtes et la sauce, sentant l'importance du moment sans la comprendre complètement. Papa? Quoi qu'il arrive avec maman, je veux rester avec toi, dit-elle doucement, en râpant du parmesan. Pourquoi? Parce que c'est toi qui es là. Vraiment là. Maman est partie depuis des mois, même quand elle est assise juste à côté de nous. J'écaparais à l'entrée de la cuisine, attiré par l'odeur de l'ail et le son d'une conversation honnête. On lui dit ce soir, demande-t-il. Non, mais demain elle découvrira tout d'un coup. Bien, dit fermement Emma. Elle ne mérite pas d'être prévenue. Leur colère me surprend. Pas son existence, mais sa clarté. Ils ont observé, évalué, tiré leurs propres conclusions sur le comportement de leur mère. La trahison de Daniel n'est pas seulement contre moi, elle est contre la famille qu'elle prétend aimer. Nous dînons ensemble, tous les 4, pour la dernière fois. Daniel picore ses lasagnes, distraite par son téléphone, planifiant sa soirée romantique avec Rick. Elle mentionne le concert avec désinvolture, dit qu'elle y va avec des gens du travail, et me demande si je peux m'occuper seule des activités des enfants ce week-end. Bien sûr, je lui dis. Amuse-toi bien. Elle sourit, pensant probablement à la chambre d'hôtel qu'elle a réservée, au champagne que Rick commandera, à la célébration de sa tromperie réussie. Je m'excuse tôt et me retire dans mon bureau pour finaliser les derniers détails. Les instructions de l'huissier sont précises, hall du Ritz-Carlton, 19h30, femme en robe noire tenant des billets de concert. Il a déjà fait ça, il sait comment rendre le moment aussi dévastateur que possible. Les papiers de garde seront livrés à l'appartement de Rick samedi matin. Huissier différent, même précision. D'ici la fin du week-end, ils comprendront tous les deux exactement combien leur liaison a coûté. Vendredi après-midi, les RH de Henderson & Associates m'appellent. Nous avons terminé notre enquête, dit le directeur. Les 2 employés ont été licenciés, avec effet immédiat. Pour violation de la politique? Entre autres choses. Merci de nous avoir signalé ce problème. Le timing est parfait. Daniel entrera dans ce hall d'hôtel en pensant célébrer le succès de sa carrière, tenant des billets pour un concert auquel elle n'assistera jamais, planifiant une soirée romantique avec un homme qui n'a plus de travail. À la place, elle recevra des papiers de divorce, des demandes de garde, et la réalisation que sa vie confortable est terminée. J'aide Jake avec ses devoirs et conduis Emma à l'entraînement de foot, maintenant l'illusion de la normalité pendant que ma femme se prépare pour sa chute. Elle est à l'étage en train de se préparer,
choisissant probablement de la lingerie que Rick ne verra jamais, se maquillant pour des photos qui ne seront jamais prises. À 18h, elle descend dans la robe noire que je lui ai achetée pour notre anniversaire l'année dernière. Elle est belle, confiante, excitée par sa soirée de trahison. « Comment tu me trouves ?» demande-t-elle en tournant légèrement sur elle-même. « Parfaite », je lui dis, et je le pense. Elle est parfaite pour la destruction. Elle m'embrasse sur la joue, le baiser d'une femme qui pense avoir dupé tout le monde, et se dirige vers la porte. « Ne m'attends pas », lance-t-elle par-dessus son épaule. Je n'en aurai pas besoin. Quand elle rentrera, elle sera sans abri, sans emploi, et confrontée à la dissolution de tout ce qu'elle tenait pour acquis. Les enfants et moi regardons un film, faisons du pop-corn, et profitons de la soirée paisible. Vers 20h, mon téléphone vibre avec un SMS d'un numéro inconnu, colis livré. La cible semblait en état de choc. A d'abord refusé d'accepter, puis s'est effondré dans le hall de l'hôtel. La sécurité a été appelée. Très théâtral. J'efface le message et me reconcentre sur le film. La justice n'est pas toujours rapide, mais quand elle est minutieuse, elle est magnifique. Mon téléphone commence à sonner à 23h47. Le nom de Daniel sur l'écran, appel après appel après appel. Je laisse tomber sur la messagerie vocale, mais la sonnerie continue en colère, désespérée, de plus en plus frénétique. Finalement, je réponds. « David, c'est quoi ce bordel ?» Sa voix est rauque, probablement à force de pleurer ou de crier, ou les deux. Ces papiers, c'est de la folie. Tu ne peux pas me faire ça. En fait, je peux. Et je l'ai fait. Je rentre à la maison tout de suite. Il faut qu'on parle. Non, dis-je calmement. Tu ne rentres pas à la maison. Les serrures ont été changées. Tes affaires sont dans un garde-meuble. L'adresse est dans tes papiers. Le silence s'étire si longtemps que je pense qu'elle a raccroché. C'est fou, murmure-t-elle finalement. Je sais que tu es blessé, mais c'est vindicatif et cruel. Daniel ? Quoi ? Tu t'es moqué de moi. Je raccroche et j'éteins mon téléphone. Samedi matin, les enfants et moi faisons des pancakes. Emma mélange la pâte pendant que Jake met la table, tous deux se déplaçant avec la précision prudente de personnes essayant de maintenir la normalité pendant le chaos. Ils savent qu'aujourd'hui, tout change. Est-ce que maman ne revient vraiment pas ? Demande Jake, versant du jus d'orange dans les verres. Pas pour vivre ici, je lui dis. Elle voudra vous voir tous les deux, mais ce ne sera plus sa maison. Emma lève les yeux de son saladier. Tant mieux. Ça ne ressemblait plus à sa maison depuis des mois de toute façon. Patricia appelle à 10h avec des nouvelles. Elle a engagé David Chen. Il est compétent mais pas agressif. Il essaiera probablement de négocier un accord plutôt que de contester les preuves. Quel genre d'accord ? Garde partagée, partage des biens à 50-50e, pension alimentaire. Le manuel standard du divorce pour quelqu'un qui ne comprend pas à quel point son client a merdé. Et notre réponse ? Nous les détruisons au tribunal. Les preuves sont accablantes, et les juges de Géorgie n'aiment pas l'adultère combiné à la faute professionnelle. Elle n'obtiendra rien qui s'approche de la moitié. À midi, j'ai 37 messages vocaux et 2 fois plus de SMS. Je les supprime tous sans les écouter. La sonnette retentit à 14h. À travers le Judas, je vois Daniel sur le porche, portant toujours la robe noire de la veille, le maquillage coulé, les cheveux en désordre. On dirait qu'elle pleure depuis des heures. Je n'ouvre pas la porte. « David, s'il te plaît », crie-t-elle à travers le bois. « Parle-moi, c'est tout. 5 minutes. Je sais que tu es en colère, mais on peut arranger ça. » Emma apparaît à côté de moi, regardant par la fenêtre latérale. Elle a l'air mal en point. C'est à ça que ressemble la trahison quand on en paie le prix. « David. » La voix de Daniel monte, prenant une tournure hystérique. « Je sais que tu es là. Les enfants sont là. Tu ne peux pas m'empêcher de voir mes enfants. » J'ouvre la porte mais ne l'invite pas à entrer. Elle est en plein soleil, et la lumière crue révèle tout, l'épuisement, la panique, la prise de conscience naissante que son monde s'est effondré.
Tu veux voir les enfants, je demande. Emma, Jake, venez dire bonjour à votre mère. Ils apparaissent dans l'embrasure de la porte, tous deux regardant Daniel avec des expressions que je n'ai jamais vues auparavant. Pas de la colère, exactement, mais une déception si profonde qu'elle est presque physique. Maman, dit doucement Emma, papa nous a parlé de Rick. Le visage de Daniel se décompose. Ma chérie, c'est compliqué. Les adultes parfois. Tu as trompé papa, interrompt Jake. Pendant des mois. Tout en faisant comme si de rien n'était. Ce n'est pas si simple. C'est si simple que ça, dit Emma. Tu nous as menti à tous. Tous les jours. Daniel regarde entre ses enfants et moi, cherchant un allié, quelqu'un qui pourrait offrir de la sympathie ou du soutien. Elle n'en trouve aucun. David, il faut qu'on parle. En privé. Non, pas besoin. Nos avocats peuvent tout gérer à partir de maintenant. C'est de la folie. L'hystérie éclate complètement maintenant. Tu détruis notre famille pour une erreur. Les gens font des erreurs, David. Ça ne doit pas tout finir. Une erreur? Je sors, fermant la porte derrière moi pour que les enfants n'aient pas à entendre ça. 3 mois à mentir, tricher, et te moquer de moi auprès de ta sœur. Ce n'est pas une erreur, Daniel. C'est un choix. Une série de choix. Elle me fixe comme si j'étais un étranger, ce que je suis, je suppose. Le mari faible et ennuyeux qu'elle a décrit à Jenny n'existe plus. Tu as enregistré mes appels téléphoniques? J'ai tout documenté. Ta liaison, tes mensonges, tes plans pour profiter de la situation jusqu'à ce que les enfants obtiennent leur diplôme. Tu pensais vraiment que j'étais trop stupide pour le découvrir? Trop faible pour y faire quelque chose? Son visage devient blanc. Elle se souvient de cette conversation avec Jenny. Se souvient de m'avoir traité de pathétique et de faible. Se souvient d'avoir ri en disant que je la supplierais probablement de rester. David, je n'ai jamais voulu. Si, tu l'as voulu. Tu as pensé chaque mot. Et maintenant, tu dois vivre avec les conséquences. Mais Rick, ils l'ont viré aussi. Sa carrière est ruinée. Bien. La finalité dans ma voix semble la frapper comme un coup physique. Elle chancelle en arrière, s'agrippant à la rampe du Porsche pour se soutenir. Ce n'est pas toi, murmure-t-elle. Le David que j'ai épousé ne ferait pas ça. Le David que tu as épousé est mort le soir où tu t'es moqué de lui en lui demandant si tu le trompais. Ce qui se tient ici, c'est ce que tu as créé. Je me tourne pour rentrer, puis je m'arrête. Oh, et Daniel? Les billets de concert, c'était mon idée. Je voulais que tu aies un souvenir de la nuit dernière. Je ferme la porte et engage le verrou, la laissant seule sur le porche avec les décombres de ses choix. Lundi matin apporte plus de nouvelles de Patricia. Elle demande une médiation. Son avocat pense qu'ils peuvent négocier quelque chose de raisonnable. Qu'est-ce que tu leur as dit? Que le raisonnable s'est envolé quand elle a commis l'adultère et la fraude d'entreprise. Nous allons au procès. La phase de communication des preuves est un bain de sang. Chaque SMS, chaque reçu d'hôtel, chaque mensonge documenté dans les moindres détails. Le licenciement pour faute grave de Rick devient public. L'enquête de l'entreprise révèle des milliers de dollars de notes de frais frauduleuses. L'avocat de Daniel essaie de faire valoir que sa vie personnelle ne devrait pas avoir d'impact sur les décisions de garde, mais les preuves sont accablantes. Une mère qui ment à ses enfants pendant des mois tout en poursuivant une liaison n'est pas exactement le parent de l'année. La date du procès est fixée dans 6 semaines. En attendant, elle vit dans un studio de l'autre côté de la ville, travaillant comme consultante indépendante pour une fraction de son salaire chez Henderson. Sa sœur, Jenny, a cessé de répondre à ses appels. Ses parents viennent de Phoenix, mais leur visite est tendue et brève. Elle apprend ce qu'est l'isolement. L'audience préliminaire sur la garde est dévastatrice. Le juge examine les preuves, non seulement la liaison, mais le schéma de tromperie, les nuits tardives, les événements familiaux manqués pendant qu'elle poursuivait sa relation avec Rick. Madame Grayson, dit le juge, regardant par-dessus ses lunettes, vous avez été essentiellement absente de la vie de vos enfants pendant des mois en menant cette relation.
Pourquoi le tribunal devrait-il envisager la garde partagée alors que vous avez déjà fait preuve d'un tel mépris pour vos responsabilités parentales? Son avocat se démène pour trouver des explications, mais les preuves parlent d'elles-mêmes. Elle obtient un droit de visite supervisé en attendant l'audience finale. Ce soir-là, Emma me trouve dans mon bureau en train d'examiner des relevés financiers. « Papa, es-tu heureux maintenant ?» La question me prend au dépourvu. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Avec ce qui est arrivé à maman. Es-tu heureux qu'elle souffre? Je considère sérieusement la question. Suis-je heureux? Satisfait? Vengé? Je ne suis pas heureux qu'elle souffre, je dis à ma fille. Je suis soulagé que la vérité soit enfin sortie. Je suis satisfait que les actions aient eu des conséquences. Mais heureux? Non, Emma. Je ne suis heureux de rien de tout ça. Bien, dit-elle. Parce que pendant un moment, tu commençais à me faire peur. Son honnêteté me frappe comme un coup de poing dans la poitrine. Elle a raison. Quelque part dans le processus de destruction de la vie de Daniel, je suis devenu quelqu'un que mes enfants reconnaissent à peine. Stratégique, calculateur, impitoyable. Je suis désolé, je lui dis. Toute cette situation ça m'a changé d'une manière que je n'attendais pas. Juste, ne reste pas changé, d'accord? On a besoin de retrouver notre père. La date finale du procès arrive un mardi gris de novembre. Daniel est assise de l'autre côté de la salle d'audience, l'air vide, diminué. 6 mois de conséquences l'ont vieilli de plusieurs années. Rick n'est nulle part en vue. Il a déménagé à Charlotte après son licenciement, recommençant probablement avec une nouvelle identité et de nouveaux mensonges. La décision du juge est complète et brutale. J'obtiens la maison, la garde principale, et la plupart de nos biens communs. Daniel obtient des visites supervisées, une pension alimentaire limitée, et son compte de retraite. Les enfants pourront choisir de passer les week-ends avec elle une fois qu'ils auront 16 ans. Elle signe les papiers avec des mains tremblantes, mettant officiellement fin à 14 ans de mariage et cimentant son statut de femme qui a tout jeté pour une liaison de 3 mois. À l'extérieur du palais de justice, elle s'approche de moi une dernière fois. « Est-ce que ça en valait la peine ?» demande-t-elle. « Me détruire comme ça ?» Je ne t'ai pas détruite, Daniel. J'ai juste arrêté de te protéger des conséquences de tes choix. Elle hoche lentement la tête, la compréhension s'installant enfin dans ses yeux. Je suppose que je le méritais. Oui, je lui dis. Tu le méritais. Daniel emménage dans la chambre d'amis d'une amie en novembre, une femme de 42 ans dormant sur un lit simple, entourée de ses affaires dans des sacs poubelles. Rick a coupé tout contact après le licenciement. Il s'avère que l'adultère en entreprise perd de son attrait lorsque les deux parties sont au chômage et font face à des poursuites judiciaires. Ses appels sont rejetés en décembre. Chaque manœuvre juridique que son avocat tente se heurte au mur de preuves que j'ai compilé, relevés téléphoniques, états financiers, témoignages de collègues qui soupçonnaient la liaison mais n'ont rien dit. La vérité est écrasante et inéluctable. Les enfants passent Noël avec moi. Daniel les a pendant 4 heures la veille de Noël, sous la surveillance d'un superviseur désigné par le tribunal. Emma rentre à la maison en colère. Jake rentre silencieux et triste. Ils semblent tous les deux soulagés quand la visite se termine. Elle a pleuré tout le temps, me dit Emma. Elle n'arrêtait pas de dire à quel point elle était désolée, qu'elle n'avait jamais voulu que tout ça arrive. Mais elle a voulu que ça arrive, ajoute Jake. Elle a choisi Rick plutôt que nous tous les jours pendant des mois. Leur clarté m'étonne. À 17 et 13 ans, ils comprennent mieux les conséquences que leur mère ne l'a jamais fait. Je ne fête pas le divorce, je ne sors pas avec quelqu'un, je n'envisage même pas les applications que mon frère ne cesse de suggérer. À la place, je redécouvre des routines que j'avais oubliées, courir le matin, cuisiner avec Emma, aider Jake avec ses devoirs sans être interrompu par les SMS constants de Daniel. La maison semble différente, plus légère, comme si un poids que je ne réalisais pas que je portais avait été soulevé. Janvier apporte une lettre. Pas un email ou un SMS, mais du vrai papier à lettres, l'écriture soignée de Daniel remplissant 2 pages. Je la lis une fois dans mon bureau, porte fermée, un whisky à la main. Elle l'appelle une « lettre de réflexion », bien qu'elle se lise plus comme une plaidoirie finale. Elle parle d'erreurs, de problèmes de communication et des pressions du mariage moderne.
Elle mentionne la thérapie, la croissance personnelle, la possibilité d'une réconciliation quand nous aurons tous les deux eu le temps de guérir. Nulle part dans ces 2 pages elle n'assume une réelle responsabilité. Même dans la défaite, elle réécrit l'histoire, se présentant comme la victime des circonstances plutôt que comme l'architecte des conséquences. J'emporte la lettre dans le jardin et j'allume le foyer extérieur. Les pages s'enroulent et noircissent, libérant ces mots en fumée et en cendres. Les enfants regardent depuis la fenêtre de la cuisine, comprenant le symbolisme sans avoir besoin d'explication. Le printemps apporte la routine. Les matchs de foot pour Jake, les visites d'université avec Emma, des projets professionnels qui m'engagent vraiment pour la première fois depuis des années. J'achète un sac de frappe pour le garage, je recommence à soulever des poids, et je me souviens de ce que c'est que d'habiter mon propre corps sans excuse. Daniel trouve un travail à temps partiel dans une petite agence de marketing, gagnant un tiers de son salaire chez Henderson. Elle emménage dans un appartement d'une chambre enfin indépendante mais diminuée. Les enfants lui rendent visite de temps en temps. Des visites de devoir. Une obligation plutôt qu'un désir. Elle essaie, rapporte Emma après une de ses visites. Mais c'est comme si elle jouait à être désolée au lieu de le ressentir vraiment. Elle veut qu'on la réconforte, ajoute Jake. Comme si on était censé la faire se sentir mieux pour ce qu'elle a fait à papa. Il me protège maintenant, ces enfants que j'ai tant combattus pour garder. Ça devrait me rendre fier, mais au lieu de ça, ça me rend triste. Il ne devrait pas avoir à être si sage si jeune. L'appel arrive un jeudi soir de mai. Numéro masqué, probablement un appel indésirable mais quelque chose me pousse à répondre. David? La voix de Daniel, plus faible que dans mon souvenir, incertaine. Qu'est-ce que tu veux? Je voulais dire, elle s'interrompt, cherchant ses mots. Je voulais dire que je ne pensais pas que tu le ferais vraiment. Faire quoi? Te défendre? Tout détruire. Je te croyais faible. Un long silence. Puis, doucement, oui. Je ris. Pas le son cruel qu'elle utilisait pour se moquer de mes soupçons, mais quelque chose de sincèrement amusé. C'est toi qui as ri la première, je lui dis. Le silence s'étire entre nous, rempli du poids de tout ce qui a été perdu, gagné et appris. Je suis désolé, murmure-t-elle. Je sais. Me pardonneras-tu un jour? Je considère sérieusement la question. Le pardon est censé être noble, guérisseur, le chemin vers la paix. Mais certains ponts, une fois brûlés, ne peuvent être reconstruits. Une certaine confiance, une fois brisée, ne peut être restaurée. Je t'ai déjà pardonné, je lui dis. Mais ça ne veut pas dire que je te fais confiance, ou que je te veux dans ma vie, ou que je crois que tu as vraiment changé. Les enfants? Les enfants prendront leurs propres décisions à ton sujet quand ils seront plus grands. Ce n'est pas à moi de choisir. Une autre pause. Puis, es-tu heureux? La question me surprend. Suis-je heureux? Différent, certainement. Plus fort, probablement. En paix d'une manière que je n'attendais pas. Oui, je réalise. Je crois que je le suis. Bien, dit-elle, et elle semble le penser sincèrement. Je suis contente que l'un de nous le soit. Au revoir, Daniel. Au revoir. Je raccroche et supprime son numéro de mon téléphone. Pas par colère ou par dépit, mais parce que ce chapitre est terminé. L'homme qui a répondu à cet appel n'est pas la même personne qui a demandé si elle voyait quelqu'un lors d'un dîner il y a 18 mois. Cet homme a été assassiné par un rire. Ce qui a émergé de sa mort est quelque chose de plus dur, de plus clair, de moins indulgent, mais de plus honnête. J'entre dans la cuisine où Emma prépare du thé et Jake lit au comptoir. Mes enfants, ma responsabilité, ma raison d'être. Il lève les yeux quand j'entre, cherchant sur mon visage des signes de détresse ou de colère. Il ne trouve ni l'un ni l'autre. Tout va bien, papa, demande Emma. Tout est parfait, je lui dis, et pour la première fois depuis des années, je le pense. Dehors, le soleil se couche sur notre banlieue, peignant le ciel de nuances d'or et de rouge. À l'intérieur, ma famille, ce qu'il en reste, ce qui compte s'installe dans une autre soirée paisible. Le silence n'est plus vide. Il est plein de possibilités.
Et c'est la fin de l'histoire d'aujourd'hui. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à laisser un commentaire ci-dessous. Votre soutien aide l'algorithme à mieux diffuser mon contenu. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement. Cela m'aide vraiment à continuer de créer plus d'histoires pour vous. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine.